Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le vendredi, tous les vendredis sur le Forum de la presse en français et en créole, c'est Bocantage médiatique. Guadeloupe. Ouais. Voilà. On va recevoir aujourd'hui une journaliste qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Marie-France Goujon, bonjour. Oui, bonjour. Les nouvelles semaines France-Antilles. et à France-Antilles. Absolument, et j'interviens Pas à CCN encore, non? Non, pas encore. Pas encore. Ça vient pas. Les semaines ne sont pas élastiques. Donc Olivier, l'ancien Guadeloupe Première, merci d'être là. Et Nathalie Dinan, merci d'être là. Bonjour Dani, bonjour à tous, bonjour à mes confrères. Oui. Et à ta consoeur. Nathalie. Oui, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien. Alors, la semaine qui s'est passée, bon, ça a été une semaine un peu particulière. Bon, on va bien sûr revenir sur la question de la vie chère, on est obligé. Rodrigue Petito vient d'être libéré, mais il a 18 mois de prison avec sursis. On parlera un petit peu des conséquences du carnaval, de la violence dans le carnaval, bien évidemment. Si on a le temps, on parlera un petit peu d'hier. Mais on parlera aussi de culture, puisque Marie-France a beaucoup insisté là-dessus. Et Marie-France, il faut le dire, j'ai retrouvé celui, c'est le deuxième. J'en avais un premier, on ne m'avait pas pris. Marie-France qui a été co-autrice de cet ouvrage, Lucette Michaud-Chevry, la dame de fer de la Caraïbe française. Si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire. Il y a plein d'anecdotes, plein d'anecdotes dedans. Et c'est intéressant. Sinon, rapidement, les titres avec Mad News. Oui, bonjour. Au niveau de l'actualité, nous allons parler de transition énergétique et du conventionnement qui permettent d'aller dans ce sens pour 2030. On parlera aussi du premier salon dédié aux services à la personne, surtout à la silver economy. Et il sera aussi question de prévention aux addictions dans les entreprises, comment mettre en place des outils adaptés. Voilà pour l'actualité. Bien, on va retrouver tout ça dans la deuxième partie du ZCL. Alors je disais que c'est une semaine un peu particulière puisque les députés de l'Assemblée nationale française ont pris, en tout cas ceux de nos pays, ont pris une décision sur la vie chère et le gouvernement français l'a accepté. On va voir un petit peu un extrait de ce qui s'est passé avec Max Mathiasien qui est intervenu. Je suppose que vous avez dû le voir. Tout de suite, c'est parti avec Max Mathiasien. C'est que depuis l'époque coloniale, l'économie de plantation, l'économie de rente, les choses n'ont pas changé. L'esprit n'a pas changé parce que la société, la classe sociale était la couleur de la peau et ceux qui possédaient les plantations. Lorsque l'abolition de l'esclavage est arrivée, Monsieur le ministre, on a indemnisé tous ceux qui ne travaillaient pas, mais qui vivaient du travail des autres. On n'a pas redistribué la terre. Il a fallu des occupations en Guadeloupe, mais principale ressource de production et qui faisait la richesse, ça n'a pas été redistribué de façon équitable. Par conséquent, nous vivons en nous avec cette injustice et cette iniquité qui perpétue un système qui ne pourrait et qui ne devrait pas perdurer en France hexagonale. Voilà le vrai problème parce qu'on a donné l'habitude à certains de penser qu'ils peuvent continuer dans ce système, dans une économie où, somme toute, par exemple en Guadeloupe, où nous sommes que près de moins de 400 000 habitants. Par conséquent, quand vous avez peu de consommateurs et que vous voulez garder le niveau des bénéfices et le niveau des revenus et le niveau des rentes, selon une habitude dans un contexte monopolistique, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter de façon inconsidérée, injuste, les prix. Voilà ce à quoi il faut s'attaquer. Il faut le regarder parce que dans 5 ans, il y a eu la loi Lurel, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Un extrait de l'intervention de Max Mathiasien sur le problème de la vie chère. Alors, ce problème de la vie chère entraîne beaucoup de choses. Vous savez que GBH devait produire ses comptes. Ça a été encore renvoyé pour la 3e fois. Et de l'autre côté, le ministre, M. Valls, a accepté finalement ce processus d'abandon de la vie chère. Mais le problème n'est pas résolu puisque ça va passer au Sénat. Alors, vos réactions, qu'est-ce que vous en pensez? Ça passera ou ça ne passera pas au Sénat?
Moi, Vas-y, Marie-France. Oui, Marie-France veut parler. Oui, vas-y. non, je dis que je pense que oui, je pense que ça passera déjà parce que. Le Sénat est de droite. Hein. Oui, mais Valls, c'est quand même un peu engagé dans ses propos. C'était surprenant. Il a même pensé que le gouvernement était aussi responsable. Donc en tout cas, on peut espérer. Mais pour revenir sur la transparence des comptes là, du groupe GBH, de Bernard Ayotte, j'allais dire, fort justement, effectivement, ça a été reporté pour la 3e fois. On peut donc imaginer qu'en Martinique, il y a quand même de forts soutiens encore il y a de forts soutiens pour Bernard Ayotte. Et la preuve, c'est que le dernier Antilla, en fait, titre sa couverture, c'est Bernard Ayotte. Et en fait, il a carrément ouvert ses colonnes au chef d'entreprise, qui a pu expliquer, en fait, lui, pourquoi il estimait être dans son bon droit. Oui. Alors, Olivier alors, au Sénat, ça sera difficile. Ce sera, à mon avis, puisque c'est une majorité des Républicains, ce sera détricoté. J'ai un peu regardé le débat à l'Assemblée nationale. Les Républicains étaient assez mitigés concernant l'article 4 de cette loi qui réduit les marges, pas les marges, la surface d'exposition de ces grands groupes. Limité à 26%. Et là, ça a fait tiquer les Républicains en disant que c'était une entorse à la libre économie, à la liberté d'entreprendre. Donc, à mon avis, au niveau du Sénat, ce sera détricoté. Il ne faut pas oublier non plus que GBH, Bernard Ayotte, il a ses entrées au gouvernement, pratiquement, ce sont ses amis, hein, Nathalie. Moi, j'allais justement intervenir là-dessus. D'ailleurs, il en fait état de temps en temps, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, on lui demande presque pas sa carte d'identité pour entrer. Je suis aussi d'avis, je suis un peu Marie-France parce que Valls a quand même pris un engagement. Il a même précisé qu'il avait eu quelques pressions. Qu'il ne va pas dénoncer, mais qu'il reste quand même debout dans ses bottes. Donc on verra bien. C'est vrai que cette histoire, cette question de la vie chère, on en parle depuis 2009 chez nous avec la crise sociale. Là, avec la pression du RPRAC et tout ce qui s'y passe, tout ce qui se passe autour, et les gens qui sont vraiment en colère, et de plus en plus on sent cette pression quand même de la vie chère. Le Sénat, je pense, enfin j'ai espoir qu'ils suivent, et non pas qu'ils détricotent, comme disait mon confrère Olivier L'Ancien. Vous pensez qu'ils ne vont pas vouloir remettre, entre guillemets, le feu à la Martinique ? Non seulement pas remettre le feu, en même temps, ils peuvent se dire aussi, on met le feu, mais bon, c'est les Martiniquais contre les Martiniquais. Je veux dire, le gouvernement ou ses représentants, une fois qu'ils sont enfermés chez eux, ils sont bien protégés. Donc après, il faut aussi, j'ai entendu Carinco, notre ancien ministre vite fait de l'Outre-mer, et il a été préfet chez nous, parler quand même du chômage qui risque d'en découler avec... si jamais Bernard Ayotte, en tout cas son groupe, disparaissait de notre environnement. Mais tout ça, c'est un chantage que l'on fait depuis des années. Donc non. Je pense qu'on va encore en entendre parler, mais en tout cas pour éviter que les gens se battent entre eux, et surtout, bien sûr... Alors, tu parlais de 2009, tu as vu que LKP a ressorti le document un document de 9 pages d'ailleurs, de la concurrence, ce qu'ils avaient déjà établi, sur quoi ils avaient travaillé avec non seulement des associations de consommateurs, mais en tout cas tout un pan du LKP, c'était basé sur ça, c'était aussi basé sur les prix, la vie chère. On parlait d'épiceries, de supermarchés, mais aussi de pièces automobiles, enfin de pratiquement tout, et de marge. Et là, je ne sais pas si le groupe Ayotte, ça a été repoussé pour une 3e fois, va présenter ses comptes finalement. Je ne sais pas comment ils arrivent quand même à éviter cela à chaque fois quand même. Et ils ont précisé qu'ils ont déposé les comptes consolidés comme c'était demandé, mais la veille de l'audience, donc les juges et les magistrats n'avaient pas l'opportunité de vérifier ces comptes-là. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont reporté au 13 février cette nouvelle audience. Oui. Et de plus, alors, ça, les choses, il faut quand même se poser une question. Alors, le problème de la vie chère s'est posé avec violence en Martinique. Et en Guadeloupe, on a été très calme.
Non, on en a déjà parlé, Danick. On n'a pas été très calme. Non, je veux parler de dernièrement, enfin, au mois de septembre-octobre, pendant que la Martinique était en flamme, la Guadeloupe était tranquille. Non, on n'était pas tranquille, on en a parlé, on attend. On a eu notre 2009 et puis les lendemains amers. Donc nous, on a fait notre part. La preuve, le LKP a ressorti justement ce travail qui avait été réalisé. Donc on n'est pas des cocagneurs. Non, on n'est pas des cocagneurs. On est peut-être, comme disait mon collègue et confrère Jacques Dancal qui vient d'arriver, avec un peu de retard. Il ne faut pas dire qu'il vient d'arriver, il était déjà là. Il vient d'arriver. On est un peu attentiste peut-être, mais on n'est pas, on n'est pas des resquilleurs. On ne va pas, quand une fois qu'il y aura les résultats, non. On a aussi. Du coup, nous rapportons témoin, non. Non. Jacques, on parlait de la loi sur la vie chère qui a été présentée à l'Assemblée nationale française, et on se posait la question, est-ce que le Sénat suivra? Est-ce que le Sénat ne va pas détricoter? J'imagine que dans le contexte actuel, c'est un peu difficile pour eux d'aller contre ça, parce qu'il faut quand même éteindre un peu de feu, quelque part. Il faut en éteindre en Martinique, mais avec le risque aussi que ça se répande ailleurs, je pense qu'ils vont être prudents. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas confirmé. Maintenant, franchement, ce serait faire une économie de bout de chandelle en se disant que ça va coûter un peu plus cher à l'État. Ce n'est pas énorme ce qui est demandé. Le problème qui demeure, c'est la capacité aussi à contrôler et à contraindre les importateurs pour qu'ils appliquent les décisions qui sont prises. Je crois que c'est le gros problème. Tant qu'on n'aura pas un dispositif pour faire ça, je crois que ça ne va pas impliquer grand monde, sauf effectivement si on compte sur la bonne volonté des importateurs. Bon, il faut croire aussi qu'il y a une envie globale de tout. Parce que la loi de Béatrice Bellé, c'est de vouloir avoir des prix au même niveau qu'en France. C'est ce qu'elle souhaite. Oui, et non pas avec un moindre écart au départ. Sur un certain nombre de... Voilà. Sur un pack, comme on dit. Sur un pack. Oui, mais ça voudrait dire aussi que l'État s'engage sur une aide aux fret considérable. J'imagine que ça ne peut pas se faire facilement. Oui, il faut s'engager sur une aide aux fret parce que les importateurs, de toute façon, ne vont pas vouloir comme ça... avec un coup de baguette magique, changer leur comportement et se dire oui, mais on va gagner moins d'argent. Une entreprise est faite pour gagner de l'argent, ils en gagnaient beaucoup à un moment donné, je pense qu'ils ne sont pas décidés à en perdre, ce serait complètement contre-productif. Ça veut dire que quand même, il faudra, si c'est l'État qui s'engage, il faut que l'État s'engage sur des dispositifs puissants comme l'aide aux fret ou d'autres formes d'exonération pour ramener les prix à des niveaux acceptables en tenant compte du fait qu'on a quand même l'insularité. Ça veut dire qu'il faut bien compenser quelque chose, à moins que ça fasse partie des dispositifs de la réparation. Mais il faut toujours quand même se rappeler aussi que 42% d'écart, ça correspond aux 40% de vie chère des fonctionnaires. Apparemment. D'ailleurs, comment il s'appelle, Bruno Blandin l'a rappelé, il était invité de Guadeloupe la première hier soir, il a rappelé les 40%, il a rappelé la libre entreprise et la libre concurrence, et que bon, on ne peut pas compenser, on a 8000 km, des produits qui sont importés chez nous ne peuvent pas être au même prix, enfin, je ne sais pas, c'est inimaginable qu'ils soient au même prix que la France hexagonale. Un exemple concret, est-ce que tu sais qu'un poste de télévision en Guadeloupe et en France, c'est le même prix? Et même quelquefois, ils sont même moins chers en Guadeloupe qu'à Paris. Ils viennent des États-Unis, alors ils ne viennent pas de la France ou de l'Europe. Je ne sais pas d'où ils viennent. Est-ce que la solution ne serait pas ce qu'a publié le LKP, l'avis de l'autorité de la concurrence en septembre 2009, qui disait qu'il fallait peut-être mutualiser, voire nationaliser les transports et toutes les plateformes pour faire venir les marchandises, ce qui pourrait mettre une sorte de service public comme la péréquation pour l'électricité, l'énergie, pour ces commerces-là. Alors, j'ai quand même entendu Valls dire quelque chose d'assez particulier. Il est d'accord pour qu'on arrive à ce stade de vie chère, de manière à ce qu'on ne donne pas l'occasion à des... Il n'a pas des indépendantistes, mais enfin à ce que d'autres personnes éloignent ces territoires de la France. Donc, c'est en ce sens-là que... Il y a une stratégie politique. Oui, c'est la stratégie politique. C'est ça le risque, malheureusement, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de démagogie et qu'on ne voit pas vraiment où on va. Oui. Alors, deux petits mots rapidement quand même sur la libération, entre guillemets, de Rodrigue Petito. C'était prévisible, parce qu'on lui a donné quand même 18 mois de prison avec sursis. Non, mais non, au départ, c'est requis 30 mois. C'était 30 mois. 15 avec sursis. Et finalement, il a un an. Un an avec sursis et contrôle régulier, etc. Bon, c'était, oui, bien sûr. En même temps, le préfet chez qui il était entré est parti.
Oui. Ils ont changé de point de vue en Martinique. Non, mais il y a continuité du service public. Oui, quand même. C'est la fonction qui est attaquée, ce n'est pas l'homme, c'est la fonction. Bien, alors 2 petits mots quand même sur la visite de Chalus à Bruxelles, surtout de sa rencontre avec Rotario, parce qu'on parle beaucoup des narcos. Vous avez vu ce qui s'est passé en Martinique, 9 tonnes, c'est ça? Oui. De cocaïne, hein. C'est pas de l'herbe, mais de la cocaïne, 9 tonnes. Donc nos pays sont devenus, Guadeloupe, Martinique, la Guyane de moins en moins, mais sont devenus des plaques tournantes. Est-ce que, et on voit bien qu'il y a de plus en plus quand même, il suffit de se promener à Pointe-à-Pitre, on voit un peu des jeunes qui fument de plus en plus. Alors, oui. C'est vrai, mais il y a Éric Morel, le procureur général, justement, était sur les ondes de France Inter il y a quelques semaines. Et justement, en fait, il parlait de ce problème et en fait, il avançait un constat, c'est de dire que les gangs aujourd'hui en Guadeloupe, en fait, maintenant fonctionnent de manière très mafieuse, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'en fait, la drogue a toujours transité par la Guadeloupe pour repartir vers l'Europe, elle arrive d'Amérique latine, et il explique qu'aujourd'hui, les gangs veulent leur part du gâteau, ici, localement. C'est ce qu'ils font, et ils s'enrichissent comme ça, et donc, en fait, il y a de plus en plus de trafic d'armes, de trafic de drogue. Ah oui, le trafic d'armes ne baisse pas. Absolument, je veux dire. Mais en fait, il explique que c'est parce qu'à l'interne, sur notre territoire, il y a une réorganisation des gangs, et donc il y a des trafics humains aussi. Mais en fait, ça veut dire que les gangs, non seulement ils se réorganisent, mais ça veut dire qu'ils s'enrichissent. Et alors, lui expliquait aussi que, en fait, alors, je ne sais pas, parce qu'il faut pas... Mais que dans beaucoup de communes, il y a plein de petits commerces qui sont en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Alors, surtout, je ne suis pas en train de dire que le petit Lolo d'à côté blanchit de l'argent. Mais en fait, je pense qu'on a tous quand même vu beaucoup de petits commerces s'ouvrir. Et en fait, lui, il explique que c'est simplement en fait, pour blanchir l'argent de la drogue, parce qu'il y en a beaucoup en Guadeloupe, et que c'est un petit territoire, donc il faut bien trouver des solutions. C'est pour aussi, en fait, se donner une certaine image. Tu fais quoi? Je suis pas dealer, je suis gérant de magasin. Donc en fait, c'est un tout, mais qui est complètement en train de se réorganiser. Et en fait, il parlait des armes, il parlait aussi de la cocaïne, en disant que là, elle rentre. Et il expliquait, sûr de lui, que aujourd'hui, le prix de la cocaïne est moins cher que le prix de l'herbe. Alors, je sais. Mais ça, je veux dire, ça la fait Colombie n'est pas très loin d'ici. Ça fait se poser beaucoup de questions et c'est très inquiétant. Oui, et quand tu parlais, Marie-France, justement, de ces petits magasins qui ouvrent comme ça, il y a peut-être 3-4 ans correctionnel, il était passé un gérant de ce genre de petit Lolo qui ouvre dans les centres-bourgs, et on avait trouvé 350 000 € en petites coupures comme ça dans le magasin. Là, ça tombe beaucoup, voilà. Ça marche bien. Ça marche bien. J'ai entendu aussi Francette Florimond-Rosamond parler hier soir sur une radio bien connue, qui parlait justement de ce que rapporte ce narcotrafic. 400 millions. 900 millions. 900 millions. Et ça a augmenté, voilà. Mais il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, la Guadeloupe et la Martinique sont devenues vraiment les plaques tournantes, parce que la Guyane a été sécurisée. En tout cas, ils ont augmenté la répression, la surveillance. C'est plus facile de sécuriser la Guyane que la Guadeloupe et la Martinique. Nous sommes des îles, c'est ça le problème. Il y a aussi un phénomène, c'est qu'en Guyane, le port fonctionne moins bien. C'est-à-dire que 90% de cette drogue-là passe par les conteneurs. Ce ne sont pas les petits dealers ici qui font le plus d'argent. Je pense souvent qu'ils servent de paravent dans l'affaire. Alors ils ont les moyens, parce qu'à partir du moment où vous avez du chômage, un peu d'argent facile, etc., on peut faire toutes les choses pour en vivre, mais ce n'est pas nous qui bénéficions de cette manne-là. Alors les pays latino-américains qui depuis très longtemps, enfin depuis quelques années, ont décidé que ça n'était pas vraiment leur problème, leur contrôle. D'ailleurs, on a entendu des responsables d'État de ces pays-là dire que c'est l'affaire des gringos, c'est l'affaire des blancs, bon à la limite en Europe et aux États-Unis. Donc eux, ils sécurisent chez eux comme ils peuvent et ils laissent partir la drogue. Donc on a une quantité de drogue énorme, mais qui essentiellement passe par les conteneurs. C'est 90 millions de conteneurs qui arrivent par exemple dans les ports français. On contrôle sur pièce 10% des conteneurs et on en ouvre 10% de ce qu'on a contrôlé. Bon, donc forcément on peut faire passer beaucoup de choses. Donc ici il y a un peu de paravent. Ce n'est pas ce ne sont pas les 380 000 habitants de Guadeloupe avec les quelques milliers de personnes qui prennent un peu de coke de temps en temps qui font marcher l'affaire. Parce que c'est 3 milliards en fait globalement le budget de ce qui circule dans le coin. C'est pas nous qui en bénéficions, sinon nos collectivités iraient mieux quand même. Mais cela dit, l'autre problème, c'est que est-ce que nos côtes sont sécurisées?
Est-ce que nous avons les moyens de surveiller ce qui se passe à Trois-Rivières? Moi, quelquefois, quand je remonte le soir... faites attention. Oui. Non, mais c'est clair qu'on n'a pas les moyens de contrôler. On pourrait le faire, mais ça demanderait énormément, voilà, des douaniers, de la police sur mer, etc. Et des drones, surtout des drones le soir. Mais c'est pas là que ça se passe. C'est-à-dire que si on surveille le trafic de personnes, oui. Le trafic de personnes passe par des canaux, des gens qui rentrent et qui sortent. Celui-là, oui, très certainement. Peut-être aussi un peu... La cocaïne arrive comment alors? Elle n'arrive pas quand même sous terre? Ah non, mais elle arrive, il y a les conteneurs rentrent et sortent dans le pays. Ils arrivent en conteneur carrément? Par voilier, par bateau. Par bateau, de toute façon. Oui, par bateau, ça transite. Et c'est pour ça qu'on a énormément de gens qui sont impliqués et qui travaillent dans d'autres organismes. Et ce que soulignait tout à l'heure Marie-France Bougeot est tout à fait juste. Il y a beaucoup de commerces qui servent à blanchir de l'argent, parce que qu'on le veuille ou non, vous savez, on n'est pas les seuls. Marseille est une collectivité, aussi, il y a plein d'endroits. La Martinique, malheureusement, ce qui risque de se passer, si jamais ça ne fonctionne pas bien avec le Airprac et qu'on n'arrive pas à s'entendre sur l'affaire des prix, au bout d'un moment, tous ces jeunes qui étaient mobilisés, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi vont être des paravents du trafic. Ils vont repartir dans autre chose. C'est évident que cet argent-là intéresse beaucoup de gens. Ça n'intéresse pas que les trafiquants en Europe. Ça intéresse tout le monde, les entreprises, les gouvernements. Vous savez, quand vous avez autant d'argent, c'est comme du pétrole, ça intéresse tout le monde. Bien sûr. Mais il y a eu cette entrevue entre Harry Chalus, Marius Blanchard et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Les présidents de collectivités sont venus demander notamment le contrôle des côtes, plus de policiers, plus de contrôle intrinsèquement. Et curieusement, le rapport de Victorin Lurel qui est sorti ce matin du Sénat, où il est rapporteur, demande exactement la même chose, avec beaucoup plus de contrôle ici, dans les collectivités d'outre-mer. C'est aussi la feuille de route de Retailleau. Il avait présenté pour dire que justement, pour les outre-mer, il faut beaucoup plus de contrôle sur plus les moyens, plus de moyens. Et comme c'est quand même quelqu'un qui est très à droite, je suppose que l'immigration, le contrôle, tout ça, il tient. Absolument. Mais il y a autre chose aussi, c'est les accords bilatéraux, parce que Harry Chalus est allé demander ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, entre toutes nos îles alentours, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je vois quand je fais les assises, le chef d'enquête explique qu'on sait, ils ont identifié celui qui a fait un meurtre ou un attentat. Ils savent exactement où le localiser. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'accord. Donc en fait, on ne peut pas les chercher. Et ça paraît être une aberration. Et ça, c'est vrai dans toutes les îles de la Caraïbe. Donc en fait, je pense que... Et Harry Chalus a aussi parlé de ça, je crois, avec le ministre de l'Intérieur, sans avoir de réponse. Mais enfin, il a soulevé le problème parce que c'est un vrai problème. Alors, juste un petit point pour compléter ce que dit Marie-France, c'est que toute la Caraïbe a ce problème-là. Il y a le même problème à Trinidad. Actuellement, ils sont... Et en Haïti. Oui, mais en Haïti, il y a beaucoup d'expérimentation. Mais dans les îles où ça fonctionne à peu près normalement, c'est la même chose. Il y a de gros réseaux et comme on a des gouvernements parfois complices, donc résultat, il y a beaucoup de groupes locaux qui sont alimentés avec des gangs, bien entendu. C'est tellement tentant aussi de se maintenir au pouvoir d'alimenter quelques gangs. Donc, mais c'est un problème global de la Caraïbe. Et là c'est ce que dit Marie-France, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que si on ne s'entend pas sur l'ensemble des îles, peut-être pas pour mettre un terme à ça, mais pour contrôler, pour juguler. On n'est pas dans la CARICOM. Et pour extrader. On est membre associé de l'OSS seulement. Mais on peut déjà faire quelque chose. Moi, j'en suis pratiquement sûr. On arrive à faire d'autres choses. Si on ne s'entend pas avec les voisins de la Caraïbe, au moins pour juguler, au moins pour contrôler. De toute façon, on arrête. C'est un peu comme le proxénétisme. On n'arrivera pas à arrêter, mais il faut contrôler. Il faut s'entendre avec les gens qui font, ou comme font les Sud-Américains. Ils disent c'est l'affaire des autres. Bon, mais il faut au moins contrôler chez vous. Non, ça ne peut pas se faire tout seul. On va prendre la première pause. Mais avant, on fait comme d'habitude une petite revue de la presse rapidement. On commence par Nouvelle Semaine. Alors, une Nouvelle Semaine. Oui, un super titre. Oui, on est sucre amer pour les planteurs. Oui, c'est comme l'an dernier, on est sur le oui, mais sauf qu'il y a là quand même cette année, il y a les élections. Il y a des élections qui évidemment qui perturbent et qui polluent, on va dire, la récolte. Parce que pour l'instant, tout le monde accuse soit le président sortant, ou tout le monde dit que tout va bien, etc. Je pense que la période, là, tant que les élections ne seront pas passées,
passé, les vrais problèmes ne seront pas posés. Parce que rien n'est encore réglé. Alors, mais les planteurs ont quand même fait une tribune, ils ont proposé une tribune chez nous, qu'on a publiée, où ils posent un certain nombre de conditions. Une tribune amère aussi oui, un peu amère, il faut reconnaître. Le sucre n'est pas très bon en ce moment. Une tribune très touchante aussi, parce qu'en fait, ils expliquent quand même, ces exploitants agricoles, qu'ils ont des problèmes et qui ne sont pas entendus et pas respectés. Voilà, tout à fait, c'est ça. Oui. La situation est assez grave. Ouais. Alors, France-Antilles, nouvelle semaine, nouvelle France-Antilles. Alors, la une de France-Antilles, on l'a quand même. Oui, la une, vous l'avez normalement. Donc, encore nos affaires correctionnelles des violences. 2 hommes condamnés pour agression sexuelle. Et 2 hommes sont condamnés pour agression sexuelle. On a aussi le carnaval, jusqu'au début du mois de mars. Et là, on fait quand même un dossier sur le fouet qui est peut-être dangereux, puisque dimanche dernier, il y a un gamin qui a perdu son doigt. Moi, j'ai été touchée par un projectile de fouet. Heureusement que j'avais tourné la tête pour dire bonjour, donc j'étais vraiment... J'étais en plein masse alors. Non, sur le bord de la route, je fais des vidéos, je travaille des fois le dimanche. Et c'est un fouet qui est peut-être pas aux normes, mais en tout cas, quand il a claqué le fouet, heureusement que je tourne la tête pour dire bonjour, et je prends le projectile derrière l'oreille. Donc on a fait un dossier là-dessus pour dire qu'il peut être dangereux. Et aussi, il y a énormément de fouettards dans les groupes, dans certains groupes à Pau. Il y a des fois de 200 à 500. Certains parents sentent que leurs enfants ne sont pas en sécurité. Donc on parle aussi de sécurité. Hier soir, il y a eu une réunion avec le KMK, mais ils n'ont pas du tout parlé de ça. Ils ont parlé de... La semaine dernière, ils avaient le brassard quand même. Demain, il y a une manifestation. Juste une petite précision sur le fouet. Alors c'est intéressant, moi je l'ai lu, je trouve ça c'est intéressant. Mais il y a des études qui ont été faites sur la dynamique du fouet, en physique notamment. Le bruit qu'on entend lorsque le claquement, ce n'est pas le bout du fouet simplement qui tape. C'est la vitesse, le passage du son. On a le bruit, on a le bruit, c'est la vitesse à laquelle ça va. On a ce bruit, donc c'est une précision pour les gens pas. Voilà. Et puis on rappelle aussi pourquoi le fouet, l'origine, etc. Après, le MAG, c'est sur Ebony, très important quand même. Le papier de Marie-France Gojo, donc elle se réserve ça. Évidemment, vous savez qu'on a aussi Libération, Libération et Le Monde, donc voilà. Bien, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce boucantage avec nos confrères et consoeurs. À tout de suite. Il y a beaucoup de photos d'Ebony? Non, quand même. Quand même. Du boucantage avec Nathalie Dinalmo. Bonjour. Bonjour, avec Marie-France Gougeot, qu'on retrouve avec plaisir. Merci. Elle a été chroniqueuse ici pendant longtemps. Avec Olivier L'Ancien. Bonjour. Et Jacques Dancali, il était là. Oui, il était là. Et bien sûr, alors Olivier Nicolas essaie de nous joindre. Il faudra faire le 96. C'est quoi le numéro, tu m'as dit? Tu l'as 96 10 10, c'est ça? Pas sur le portable, Olivier, il faut appeler sur le fixe de Canal. On essaie de l'avoir puisqu'on vient d'avoir l'information, on va le dire. Il va être réintégré, on veut savoir, réintégré pour combien de temps? Voilà. Bonne question, et c'est la raison pour laquelle on essaie de le joindre. Je ne sais pas si on va le joindre, mais enfin, on lui a donné le numéro et du tout, on va faire un petit peu, parler un petit peu du carnaval, puisque demain, vous savez, il y a une marche blanche. Vous savez pourquoi? Contre la violence. Contre la violence. Est-ce que ça va arrêter la violence, cette marche? Ça ne va pas arrêter la violence, mais quelles que soient les manifestations d'envergure... On a Olivier. Voilà. Oui, Olivier? Oui, bonjour. Tu es dans le boucantage médiatique du vendredi. Et comme on vient d'avoir l'information, je voulais savoir si c'est une réintégration pour quelques jours ou c'est une réintégration définitive. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour à tous et à toutes sur le plateau. En tout cas, c'est une demande, une injonction faite par le tribunal des référés au président du conseil régional de réexaminer ma situation. En clair, ça veut dire qu'il doit se prononcer à nouveau et pas dans les mêmes termes que ce qu'il avait décidé initialement, à savoir le non-renouvellement du contrat. Donc, il garde la possibilité de choisir la manière dont il va procéder, mais ce qui serait dans l'ordre des choses, c'est un renouvellement du contrat de collaborateurs de groupe, non seulement le mien, mais celui de Brétandine, parce que les mêmes termes avaient été employés, même si elle n'a pas fait la démarche
d'aller devant le tribunal, elle bénéficie de cette décision puisque c'est la même méthode employée qui a été sanctionnée par le tribunal. Donc la logique voudrait que ce soit un contrat. Maintenant, je laisse au président de région évidemment la latitude de décider les termes. Mais le mandat est de 6 ans. Il ne faut jamais oublier ça. Le conseil régional a été élu pour 6 ans. On ne peut pas faire des CDD supérieurs à 3 ans. Et donc c'est pour ça que sur la durée du mandat, les collaborateurs de groupe ont des contrats renouvelables de 2 fois 3 ans. Mais alors, Olivier... Est-il obligé, oui. Bonjour Olivier, Nathalie Dinal, est-il obligé de renouveler le contrat qui se termine au 31 janvier? Il a 5 jours pour le faire, si je comprends la décision de justice. Il a 5 jours pour le faire s'il veut renouveler le contrat. Puisqu'il n'aurait pas dû le supprimer, c'est ça qui est important. C'est que le tribunal dit que la manière dont... en fait, depuis le départ, au-delà des problèmes politiques que chacun a compris et qui me disaient moi personnellement, mais au-delà de tout ça, il y a un point de droit. Un président, quand les crédits sont inscrits, ne peut pas décider seul qui supprime la ligne de crédit qui porte les contrats en question. Et on n'a toujours pas voté le budget de la région en 2025. Et donc même s'il avait l'intention de faire des économies, et qu'il les fasse, tant mieux, il ne peut pas décider avant le vote du budget tout seul que c'est cette ligne-là qui va supprimer. La région n'a jamais annoncé d'autres mesures d'économie que celle-là, supprimer les 2 collaborateurs de groupe. Sauf qu'on n'a pas voté notre budget, on le votera peut-être en février, peut-être en mars, peut-être en avril. L'État français n'a pas voté le budget non plus, son budget national. Donc je pense que tout le monde est dans une situation d'attente. Donc là, vous êtes quelque part en sursis, enfin. C'est ça. Bah, écoutez, moi je ne le prends pas comme ça. Ou alors j'étais en sursis depuis le début, en fait. Non, moi je considère que les collaborateurs de groupe ont une utilité. Je pense que je mérite mon salaire et le groupe Pays Guadeloupe fait le travail pour lequel les Guadeloupéens l'ont élu. Et moi je contribue à ce travail-là, c'est ma mission. Et donc à partir de là, si on a convenu en début de mandat d'attribuer aux groupes politiques des moyens de fonctionner, c'est pas pour les retirer au milieu du mandat sous prétexte qu'on n'est pas content de la manière dont ça se passe. Okay. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si je suis allé devant le tribunal, si j'ai dû aller au tribunal pour défendre mon emploi et défendre ma mission, c'est précisément parce que nous remplissons notre mission correctement. On n'est pas là pour faire plaisir au président en place. Il y a une majorité, une minorité. Et quand vous voyez que les critiques comme le groupe Pays Guadeloupe a pu exprimer ont été reprises par les élus de la majorité qui ont décidé de créer un deuxième groupe et faire scission à l'intérieur de la majorité. C'est bien la preuve que ce que nous disons depuis quelques mois, quelques années, n'était pas si faux. En fait. D'accord. Bon, on reviendra. Bien, c'est un dossier qu'on va suivre. Merci Olivier d'être intervenu dans notre boucantage, d'avoir boucanté avec nous. Alors on parlait de carnaval avec Nathalie. Oui, on parlait de sécurité, du carnaval. Oui. De toute façon, les problèmes qu'il y a d'exaction ou de problèmes de sécurité ou d'insécurité, toujours en marge j'ai envie de vous dire, de manifestations d'envergure. Vous irez au festival Oldéine ou à d'autres festivals, ça va aussi se passer. Mais évidemment, avec le carnaval, et certes, c'est aussi sur certains défilés. Je ne veux pas faire de préférence, mais lorsque vous avez des groupes à caisse claire, comme on dit, avec des filles sur des hauts talons et des costumes à plumes ou à paillettes, on n'entend pas parler d'insécurité. Oui. C'est lorsque vous avez des groupes qui déboulent, qui sont à plus de 1000 ou 1500, puisque c'est ça, il y a 2-3 groupes à Pau, quand vous voyez Akio qui arrive avec 3000 personnes et qui vraiment, eux, ils défilent pas, ils déboulent dans les rues avec des motos qui suivent, voilà. Donc souvent ils sont chauds, l'alcool est dedans, enfin tout ça. Pas que l'alcool. L'alcool, la drogue. Oui. Enfin pas de Akio, mais enfin des gens qui sont autour. Moi j'ai vu pendant le carnaval dimanche dernier des jeunes qui se promènent et qui sont très contents, ils ont 14-15 ans avec des armes qui sont voilà, dans leurs pantalons. J'ai été choquée, mais voilà ce qui se passe. Donc, et tu as failli être fouetté. Et j'ai été, voilà, et j'ai pris un projectile de fouet. Oui. Bien, alors, on va parler un petit peu culture, puisque Marie-France nous fait l'honneur de nous donner un scoop, pratiquement. C'est un scoop, hein?
Oui, enfin, on peut c'est ce qu'on appelle un avant-papier. C'est un avant-papier, mais enfin bon, la date est imminente puisque c'est le 1er janvier. Oui. Entre le 1er février, 1er et 17 février. Alors oui, en fait, c'est donc Firmin Richard, dont on a entendu parler récemment, en fait, quand elle est intervenue lors des... Alors, elle est intervenue à la Star Academy. Merci. La Star Academy, oui, pour Ebony, on va parler d'Ebony tout à l'heure. Alors, de la pièce de. Donc là, par Firmin. contre, elle intervient dans un tout autre registre. Oui. Et elle intervient en fait, elle incarne Olympe de Gouges. Alors, Olympe de Gouges, en 2 mots, c'est on est au XVIIIe siècle et c'est une femme, enfin une féministe, mais qui s'est aussi battue contre l'esclavage. Elle était journaliste, pamphlétiste, et elle a tellement en fait été active qu'elle a fini la tête coupée. Et donc là, c'est un seul en scène avec Firmin, et ça se passe au moment, en fait, elle attend donc la guillotine, et là elle revoit le fil de sa vie. Et donc c'est en fait, Firmin parle, en fait, parce que ce qu'a fait le metteur en scène, il a lu tout ce qu'avait écrit à l'époque Olympe de Gouges, et en fait... Elle a vécu Olympe de Gouges. Alors, elle est originaire de Montauban. D'accord. Donc à Montauban, il y a un théâtre qui porte son nom. Chaque année, donc la pièce a d'abord été jouée à Montauban. Ensuite, en juillet, elle a été jouée à Avignon. Et maintenant, elle arrive en Guadeloupe, puisqu'en fait, la scène nationale est coproductrice, voilà, du spectacle. Oui. Voilà. Donc elle a été et c'est en fait c'était pas un doute, mais c'est vrai que bon, Firmin avec son accent, je veux dire, elle est noire, c'est une femme blanche, et finalement, que ce soit à Montauban ou à Avignon, ça a eu un grand succès. Les spectateurs, de toute évidence, ont c'est une pièce écrite par Franquito, il faut le dire quand même. Oui. Oui, et qu'on verra dans Salin, Franck Salin. Oui, on l'appelle Franquito. Voilà, je sais, mais bon, pour les gens qui... voilà, Alors, ce sera à l'Archipel ou au MAC? Alors, ce sera d'abord à l'Archipel, le premier, ensuite il y aura au MAC, ensuite je crois au Lamentin, Ciné-Théâtre du Lamentin, et à Robert Loison, à Moule. D'accord, bien. Mais c'est à voir? Ah oui. Oui, bon. Alors, à ne pas rater. Oui, avec Firmin, il ne faut pas rater ça. Alors, on revient un peu sur Ebony, l'affaire Ebony. L'affaire Ebony fait un petit peu écho à la Miss Martinique, la Miss France. Et il y a eu elle a été très souvent harcelée pour la couleur de sa peau. Et on a l'impression qu'en France, en ce moment, il ne faut pas être trop noir. Hein. Oui, mais de toute façon... Dans les concours. Dans le cadre de la Star Academy, ils sont dans un château depuis quelques semaines, même, voire quelques mois. Hein. Oui, moi, j'avais plus suivi cette émission avant cette polémique. Donc, elle ne sait pas qu'il y a une polémique. Alors, on revient sur la couverture. Tu peux nous mettre la couverture de TV Max, s'il te plaît, avec Ebony? Voilà, on ne sait pas, elle ne sait pas qu'il y a une telle polémique autour d'elle, sur ses interventions, sa couleur de peau, etc. Donc, elle ne sait pas. Et ceux qui sont à l'intérieur du château ne le savent pas. Donc là, elle arrive en finale, donc demain samedi. Mais il y a eu un comité de soutien parce que, évidemment, les Guadeloupéens et les Ultramarins ne pouvaient pas voter pendant l'émission. C'était quoi cette histoire? Pourquoi TF1 interdisait aux Guadeloupéens ou aux Martiniquais de voter? Là, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Il n'y a pas de ça, non. C'est juste parce que quand l'émission passe, si vous n'êtes pas en direct, voilà, vous ne tombez pas au milieu de l'émission ou avant. On peut prendre l'émission en direct sur son Oui, tout à fait. Aujourd'hui, oui. C'est comme pour les élections. Non, mais pour les Miss, par exemple, on peut voter. Aux Antilles, on vote. Pour l'émission, justement. Mais il y avait eu, voilà, et depuis plusieurs années, on peut voter. Donc il n'y a pas de raison. Et c'est ce que Firmin a relevé, parce qu'au début, ils étaient en train de lui parler de problèmes techniques. Elle a dit, mais alors pourquoi est-ce que pour Miss France qui a eu lieu il y a quand même que 2 mois, pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucun problème pour que les Antillais votent? Et donc maintenant, elle a obtenu gain de cause, et demain soir, tout le monde... Donc elle va gagner? Donc on espère, parce qu'en fait, quand on voit sa prestation, mais celle d'en face aussi est compétente et performante. Ah, la pianiste, là? Non, Marine, c'est ça, elle est pianiste? Marine. Quand on la voit, bien sûr, mais la puissance de la voix d'Ebony, c'est extraordinaire. Hein. Moi, j'ai regardé les replays. Elle est mieux que son père, finalement. Eh ben, oui, pas du tout le même registre, mais en tout cas, elle a hérité sûrement des... Alors, je crois qu'on a donné les numéros sur lesquels les gens pourront intervenir demain. C'est quoi, vas-y. Vite. Tant qu'à faire. Alors, tant qu'à faire. Oui. 36-40, c'est ça? Je crois. Non, je ne sais plus. Ou 76, je crois que son numéro commence par 76, c'est pas ça?
On vous le donnera après, puisque Madame Marie-France Grosjean... Marie-France ne l'a pas mis? Non. Ah, bon. Ah, bravo Marie-France Grosjean. Non, TF1 a appelé Marie-France, je veux dire Marie-France. Non, on l'avait mis dans notre loisir et culture de la semaine dernière, quand on a parlé des bonnies, on a parlé de ça. Oui. Et il est vrai, donc vous pouvez aller sur le site de France Antilles, www.guadeloupefranceantilles.fr. Ça se passe à quelle heure? Ça se passe en prime demain soir à 20h. À 20h, heure de là-bas? Oui. Donc quoi, 15h ici? 15h ici, comme Miss France, et ben vous suivez sur vos portables, vos tablettes, comme d'habitude. Hein. Ceux qui sont fans et qui vont... et en France, d'ailleurs, il y a de gros comités qui vont se réunir à certains endroits pour suivre l'émission, voter pendant l'émission et surtout éclater de joie. Et faites-la gagner. Voilà. Faites-la gagner. Ceci dit, c'est la même société de production qui produit Miss France et qui produit Sarah Gagné. Pour Miss France aussi, c'était pareil? Oui, mais justement, quand Olivier dit ça, donc quand ils ont parlé de problèmes techniques, on ne pouvait pas voter, alors que c'est la même société qui produit, j'avais envie de vous dire, ils nous prennent pour laisser 3 petits points. Non, mais enfin bon. Alors, 2 petits mots sur Trump, le retour de Trump. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez vu qu'il signait des... Le Monde. Oui, il a la une du Monde, mais enfin... c'est ça. Oui. Le Monde, justement, dans son titre, qui dit Trump affiche le monde va changer, idéologique. Pas le journal, mais le monde va changer avec Trump. C'est un show permanent. Déjà, c'est un show permanent. D'ailleurs, tout le reste de l'actualité, il passe au second plan, parce que dès qu'il parle, dès qu'il sort quelque chose, ça occupe les médias. Donc, il y a un côté show permanent. La réalité de ce qui va être fait, bon, évidemment, on a de gros doutes, parce qu'entre fermer la frontière, entre il ne veut pas. À part le fait qu'il est libéré, il va taxer les produits français et européens d'une manière au moins 24%. Voilà. Donc c'est ça. Bon, je pense qu'il a. Toutes ces déclarations vont au moins servir à quelque chose, c'est remobiliser ses troupes et remobiliser un peu l'Amérique. C'est ça. Voilà. Mais globalement, il y a beaucoup de fumée. Il n'y aura peut-être pas tant de feu que ça parce que les relations internationales restent les mêmes, les enjeux sont les mêmes, mais le personnage est comme ça, il plaît comme ça à faire ses grandes envolées, à sortir des choses. Ce qu'il faut craindre peut-être, c'est ce qui se cache derrière avec Elon Musk. Elon Musk, justement, j'allais en parler. Parce que ce sont les multinationales qui sont derrière, en fait, qui commandent réellement. Qu'on sait comment ça se passe les élections aux États-Unis, on peut se demander, mais qui dirige réellement le pays? Alors la semaine prochaine, les États qui n'ont pas voté pour lui. La semaine prochaine, je quitte X, j'avertis. Oui, je vais quitter X. TikTok aussi, parce qu'on lui propose de racheter une partie. Non, mais il a relancé TikTok finalement. Oui. Mais il est question de racheter. Elon Musk achète 50% de TikTok. Trump pour toi, Olivier? Trump c'est Trump. Il fait du Trumpisme. Donc, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est le double salut nazi d'Elon Musk, même s'il nie. C'est quand même assez choquant de voir ça devant des millions de personnes. Pour un pays comme les États-Unis. Oui, et il a dit quelque chose qui a dû choquer les transgenres, c'est que pour lui il y a 2 genres, hommes et femmes. Donc aux États-Unis... C'est pour ça que pour moi, c'est même pas tellement... ce sont les conséquences sur les territoires, dans les États, dans des petits quartiers. Je crois que ça va donner, l'arrivée de Trump, l'autorisation à certains de se croire autorisés à tout, à dire n'importe quoi à des minorités. Si vous êtes LGBT, si vous êtes noir, si vous êtes latino, si vous êtes asiatique, c'est ça les conséquences de l'arrivée de Trump pour moi, c'est-à-dire que c'est l'autorisation, vous pouvez tout faire, parce que nous, on est suprématie, et voilà. Oui, vas-y. Non, je disais simplement que c'est vrai aussi, regarde pour la loi pour l'avortement, par exemple. C'est la première chose dont il a parlé, c'est j'arrête tout. Mais alors, il y a un truc que je ne comprends quand même pas, c'est que beaucoup de femmes ont voté pour Trump. Oui. Et même des latinos d'ailleurs. Oui. Et même des Noirs. Oui, aussi. Oui, il y a des Noirs qui ont des Afro-Américains qui ont voté pour Trump. France 2 a consacré... Il y a encore Noirs dans son gouvernement. J'ai pas vu. J'en ai pas vu. J'ai vu un Indien, mais j'ai pas vu de Noir. C'est vrai, parce que j'ai vu que France 2 avait consacré toute une édition spéciale lorsqu'il y a eu l'heure américaine, l'intronisation. Et comme tu dis, je ne comprends pas
la première chose, il parle d'avortement. Oui. Quand je dis souvent, il n'y a pas d'utérus, pas d'opinion quand même. Alors, je comprends pas. Alors il faut tempérer aussi certaines de ces déclarations, parce que nous n'ayons pas connu dans un système fédéral où les États eux-mêmes sont extrêmement puissants. Ils sont assez indépendants aussi, ils ne vont pas tous appliquer. Donc il y a des décisions qui ne sont absolument pas. Il y en a plusieurs qui ont été annulées là. Voilà, ils l'ont annoncé. Donc en fait, il ne prend pas énormément de risques, Donald Trump, en réalité. Comme dit, c'est du trumpisme, vraiment. Mais le trumpisme, ça va loin, parce qu'il annonce qu'il est anti-LGBT, anti-tout, et il se fait introniser, son investiture se passe avec au YMCA des Village People. Oui, réputé, voilà. C'était pour exorciser. J'ai pas remarqué, vous avez vu, Obama, il y était finalement. Oui. Il était ? Non, je ne sais pas. Ah, non. Non, je sais pas. J'ai pas fait attention, mais j'ai pas. Je ne pense pas, comme. J'ai même pas pensé. Parce qu'il a fait vraiment enfin bon, c'est du Trump, de toute façon. Bien, écoutez, on est arrivé pratiquement au bout. Je vous remercie d'être venu. On vous retrouve tous vendredi prochain. Marie-France. Peut-être pas. J'ai passé un excellent moment, probablement. Oui, tu as passé un excellent moment. Excellent moment. Bon, J'étais ravie de vous retrouver. Bon, moi aussi, on était très content de te revoir et on te revira avec plaisir. Merci. Oui, Nathalie, pareil. Moi, j'ai dit tous les 15 jours, parce que oui, dans 15 jours, tu seras là. Nos deux piliers, ils sont condamnés à être là régulièrement. Non, mais on peut nous remplacer par deux piliers féminins. C'est plus délicat. Mais là, quand même, non, mais on arrive à mobiliser les femmes, quand même. Oui, non, mais je suis content que tu es. Alors, tu as peut-être une autre femme à nous proposer. Oui, alors je vous dirai ça vendredi. Vendredi prochain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. En tout cas, rapidement, on revient à l'information avec Iman News, parce qu'il est à 13h23. Il te reste 7 minutes pour lancer les deux premiers sujets. Les deux premiers sujets, d'accord. On va parler de la transition énergétique et de cette convention entre l'État, la région et l'OPCO Mobilité pour renforcer cet accompagnement à la transition énergétique qui est prévu pour 2030. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Notre objectif, c'est de réussir à fédérer les acteurs. Un pilotage de projet comme celui-là, qui est complexe, un EDEC, c'est une phase de diagnostic partagé, une fois qu'on s'est mis d'accord, de structuration d'un plan d'action, et ensuite le déroulement du plan d'action. Tout ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'acteurs. Le pilotage de projet pluripartenaire est toujours assez complexe. Et donc l'objectif de mes collègues, qui auront à cette charge sur le temps, sur le court terme et le moyen terme, c'est de réussir à mobiliser les acteurs, faire en sorte qu'ils se projettent sur l'avenir, qu'ils travaillent en collectif. Ça, je sais que mes collègues sauront le faire, mais derrière, c'est encore une fois un travail partenarial. La réussite, elle ne se fait que grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs. L'EDEC, il est orienté sur la transition énergétique. Il va nous permettre, dans un premier temps, la première action, d'avoir l'analyse, la prospective des besoins, une situation, en fait, un état des lieux par rapport à la transition énergétique, les métiers et les compétences qui y sont touchées et surtout la nécessité de développement des compétences. Et dans un deuxième temps, donc plutôt en fin d'année, on va passer dans une phase expérimentale d'action, puisque là, on a vraiment besoin d'actions concrètes pour définir en fait avec plusieurs dispositifs expérimentaux, un accompagnement avec de la formation, et nous avons aussi tous les dispositifs avec les demandeurs d'emploi qu'on pourra mener de manière expérimentale. C'est véritablement un enjeu majeur pour identifier la totalité de la chaîne de valeur nécessaire en Guadeloupe pour la transition énergétique dans les métiers de la mobilité. Notre groupe composé de 10 filiales à 280 salariés, et donc toutes les difficultés que nous avons dans le domaine du recrutement et de la formation forcément nous intéresse, d'autant plus avec la transition énergétique qui est un domaine particulièrement important pour nos métiers et notre avenir. Donc oui, la signature de cette convention et l'étude qui va être menée nous intéresse fortement, et c'est pour cette raison que nous souhaitons être une partie prenante dans le cadre également de notre stratégie responsabilité sociétale des entreprises. Le transport consomme à peu près 70 à 80% de l'énergie. Et puis, la plus grande mutation qui va se faire, c'est au niveau du transport. Par conséquent, nous devons faire en sorte que l'ensemble, les gens qui tournent, qui gravitent au cours du transport, puissent avoir. Mais pour cela, on ne pourra pas faire ça seul. Vous voyez, on doit se tenir compte des organismes de formation. Alors, comme nous avons l'APCO qui a cette compétence, on fait venir l'APCO qui va former les formateurs, et puis nos jeunes pourront alors être formés.
Mais je dis, il faudrait que nous puissions réussir cette transition énergétique. Voilà, donc ces initiatives qui permettent de préserver l'environnement sont vraiment destinées à favoriser aussi les opportunités économiques pour notre population locale. On va parler du premier salon dédié au service à la personne. Il s'agit de proposer un événement qui réunit différents professionnels et associations autour des seniors et pour permettre le mieux vivre. Ce premier salon a eu au programme des conférences, des ateliers pratiques et des stands d'information pour avoir des informations justement sur les dispositifs existants pour mieux accompagner nos seniors. On voit un reportage de Max Morel. C'est une grande première ce salon, je trouve que c'est un salon qui est utile. Ça va être l'occasion aussi pour ceux qui ont des entreprises de proposer leurs services. C'est à la fois un salon de l'emploi, puisqu'on pourra aussi, des gens qui sont intéressés ou qui vont peut-être qui ont certaines vocations vont pouvoir peut-être rencontrer à l'occasion de ce réseautage aussi des employeurs. Vont peut-être pouvoir proposer leurs services, donc c'est vraiment quelque chose d'utile. Ce salon, évidemment, sera composé de beaucoup de conférences, d'animations, d'ateliers, de tables rondes, et donc il est ouvert au public, et tout le public est donc le bienvenu. Ça sera l'occasion donc pour les particuliers de pouvoir trouver des réponses à leurs questions. Notamment s'ils cherchent donc des prestataires, là ils auront tous les prestataires ici présents. Ça sera le cas aussi pour les chômeurs qui souhaitent éventuellement soit monter un projet dans le secteur ou soit être salariés, pouvoir peut-être trouver donc une vocation dans ce salon, et ça sera aussi l'occasion pour les prestataires et les organismes de pouvoir développer leur business et avoir de la clientèle. Il reste encore de la place. Si vous voulez être exposant au salon des services à la personne et de la Silver Economy le 31 janvier, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et contactez-nous de façon à ce que vous puissiez être exposant et proposer vos services à l'occasion du salon des services à la personne. Vous savez que le département de la Guadeloupe sera en 2030 le deuxième département le plus vieux de France. Il faut anticiper, il faut préparer, il faut prévoir, et donc tout cela, ça mérite toute une organisation. Il est important dès maintenant de pouvoir aider, développer ce secteur afin de pouvoir répondre dans quelques années aux exigences que notre population guadeloupéenne aura. C'est ultra positif en fait comme initiative, et donc je suis content de pouvoir parrainer, de pouvoir faire du lien autour de ça entre les générations et inviter l'ensemble de la population à se rendre, d'être présent le 30 et le 31 janvier au WTC. Voilà, donc un salon qui permettra d'anticiper les défis liés au vieillissement de notre population. On va faire notre deuxième pause publicitaire et on revient tout à l'heure. On va accueillir Manik Siartiteka pour sa chronique « Une voix, une histoire, des images ». À tout à l'heure. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va faire un rappel des titres avec Iman News rapidement. Oui, on a parlé de la préparation à la transition énergétique avec des conventions qui ont été signées. On a évoqué le premier salon donc senior qui aura lieu du service à la personne qui va se dérouler à la fin du mois. On parlera tout à l'heure de la prévention aux addictions dans les entreprises. Et tout de suite, on va retrouver Manik Siartiteka. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et son générique, et après elle nous dit de quoi on va parler aujourd'hui. C'est parti. D'accord, très bien. Donc c'est moi qui commence. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Manik, et aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va entendre quoi? On va entendre trois ouvrages, 3 extraits
puisqu'on reste sur la thématique du mois des possibles, qu'on a débuté en ce début du mois de janvier, puisque voilà, c'est toujours le mois des bonnes résolutions, où, voilà, on se lance des défis, et effectivement c'était important encore une fois de pouvoir proposer des audiobooks qui permettent de se challenger, de voir par où d'autres femmes sont passées, puisqu'il s'agit de La Chauve qui sourit, de Pascal Dambeau, Les femmes de nos vies de Tania Lucéa, et Je parle à ma tête de Sarah Juste. D'accord. On va écouter un premier extrait. On écoute un premier extrait. C'est parti. Je parle à ma tête, la méthode pour atteindre tes objectifs, écrit par Sarah Juste, mise en voix pour La Chauve qui sourit de Pascal Dambeau. Je lui avais confié qu'un jour de course avec ma fille, une femme m'avait fait remarquer que les cheveux que je portais sur la tête n'étaient pas les miens. Ma fille, de 11 ans à l'époque, avait marqué un ton d'arrêt interrogatif et perplexe. Elle pouvait facilement lire sur mon visage la stupéfaction ou la tristesse peut-être, et moi je pouvais lire sur le sien l'incompréhension. Une fois dans la voiture, le véhicule en route, ma fille m'avait regardé fixement, la mine grave en me disant « Mais maman, pourquoi n'as-tu pas répondu à la dame ? Ce sont tes cheveux puisque tu les as achetés. » Bouche bée, je n'avais pu que lui donner raison. Je reconnaissais bien là ma fille avec sa perspicacité légendaire. Plus tard, elle ne pouvait s'empêcher de prendre ma défense face aux passants qui m'assignaient des noms bizarres ou qui avaient à mon endroit une attitude dédaigneuse. Une voix, une histoire, vous remercie de votre écoute et vous dit à bientôt. Voilà. Oui. Alors ça c'était ce premier extrait. Alors dis-nous un petit peu plus sur ce bouquin quand même, La Chauve qui sourit. La Chauve qui sourit, alors il faut savoir que certaines femmes, comme les hommes, souffrent d'alopécie. Donc Pascal Dambeau a du jour au lendemain perdu ses cheveux, donc cheveux, sourcils. Et c'est vrai qu'elle nous raconte... Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tout à fait. Dans la vraie vie. Roman, Non, non, c'est pas un roman, c'est vraiment toute sa vie. Et effectivement, elle nous... dans cet audiobook, elle nous raconte vraiment son parcours de femme, de l'acceptation, parce qu'effectivement, elle a eu une période où elle a porté des perruques, où on se dessinait sourcils, etc. Et aujourd'hui, elle crée des bijoux pour la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne porte plus de perruques, plus rien du tout. Elle s'assume telle qu'elle est. Et elle a même créé une gamme de bijoux, comme on a les tours de rein. Ben là, il y a des tours de tête. Donc régulièrement, on peut la voir avec une petite chaîne autour de la tête qui se décline de différentes façons. Et c'est ça en fait, c'était la volonté en tout cas de pouvoir se dire qu'on peut sortir des dictats de la société. Et même quand ce ne sont pas ses cheveux, bah oui, on les a achetés, donc ce sont les siens finalement. Bien. Alors, deuxième extrait. Extrait. Les femmes de nos vies. C'est ça. Oui, on va écouter. Sont nouées de petites boucles serrées et très noires. Ses grosses joues rondes et toujours roses appelaient les bisous. Dans la foulée, le troisième pointait déjà le bout de son nez. C'était le sosie de son grand frère. À peine un an le séparait de sa sœur, alors ils étaient très complices. Il avait de l'énergie à revendre, et il ne se laissait pas faire par ses aînés. Il était bien décidé à occuper l'espace. Elle ne s'était pas trompée. Son être tout entier vibrait pour eux. Ils avaient un lien et une connexion inexplicables. Elle-même ne comprenait pas toujours comment la magie opérait. Les nuits blanches, les petits bobos et les gros tracas n'avaient pas altéré la vocation de cette madone. N'importe qui pouvait le voir, à la façon dont elle resplendissait quand elle parlait d'eux, à l'admiration qu'elle avait pour le moindre de leurs gestes, le moindre de leurs mots. Elle transpirait l'amour maternel inconditionnel. Tout coulait de source, c'était si facile. C'est du moins ce que la plupart des gens se disaient en regardant s'épanouir cette petite famille, que tout avait toujours été facile. Mais ce que peu savaient, c'est qu'ils n'étaient pas 3, mais 4. Le premier n'avait pas survécu. Il n'avait pas pu lui offrir son rôle de composition. Son petit ange qui veillait sur elle et sa famille depuis là-haut. Pourtant, elle l'avait désiré tout aussi fort que ses frères et sœurs.
Voilà. Alors c'est un homme qui a écrit cet ouvrage, non? Les femmes de nos vies, non, même pas. C'est une femme qui a pris le temps d'écouter 9 femmes. D'autres femmes, tout à fait. Une mère. Des histoires de vie, en fait. Des histoires de vie qui peuvent être écoutées par des hommes. Hein. C'est important aussi que les hommes s'approprient ce type d'histoire, parce que finalement, on se rend bien compte que d'un point de vue émotionnel, nos hommes ont un souci. Ah bon? Oui. Ah bon? La gestion des émotions n'est pas la même chez l'homme et la femme. Je ne savais pas. Bon. Non, la gestion des émotions n'est pas du tout la même chez l'homme que chez la femme. Hein. Oui. C'est-à-dire que pour un même événement, l'homme sera très factuel alors que la femme sera dans l'émotion. Et tout de suite, on dira qu'elle est hystérique, etc. Mais c'est juste que nous laissons un peu plus de place à nos émotions, et l'homme moins. Et ça se voit quand il se fait larguer. Voilà, c'est douloureux pour un homme. J'avais ça à dire. Pas mal celle-là. Ouais. Bon, ok. J'avais ça à dire. Je tiens. Bon, alors justement, j'ai envie de parler à ma tête. Oui, je parle à ma tête. Alors, c'est Sarah Juste, là, qui vraiment est dans un accompagnement des femmes, hein, ou des hommes également, elle peut le faire. Mais c'est vrai que c'est la volonté, en tout cas, de pouvoir proposer des exercices. Là, on peut même prendre son petit carnet pendant l'écoute de l'audiobook et faire des petits exercices en lien avec les indications proposées par Sarah Juste. On écoute. Je parle à ma tête, la méthode pour atteindre tes objectifs, écrit par Sarah Juste, mise en voix pour une voix, une histoire. Ce que vous devez faire à présent, c'est rêver. Avant qu'une chose ne se produise dans le monde, elle doit d'abord se produire dans votre esprit. Histoire de vie. Écroulement total. Assise en compagnie de ses élèves, s'apprêtant à déguster un incroyable morceau de pain avec de la confiture de goyave, à peine la première bouchée avalée, elle s'écroulait et manquait de tomber de sa chaise. Par bonheur, son aide de classe était à ses côtés. Après cet épisode, elle se retrouvait clouée au lit, avec des vertiges. Dès qu'elle tentait d'ouvrir les yeux, lorsqu'elle arrivait par bonheur à se mettre debout, elle s'écroulait de nouveau. Une voix, une histoire vous remercie de votre écoute et vous dit à bientôt. Dans un mois, tout est possible. Dans le mois, tout est possible. Et effectivement, donc l'extrait, c'est vraiment des histoires. Donc, il y a vraiment un récit autobiographique. Ensuite, il y a une analyse, justement, de ce qui arrive et des exercices pour permettre de ne pas se retrouver dans cette situation-là. Là, c'est l'exemple d'une enseignante qui s'écroule en classe. Donc, un ouvrage à destination, peut-être, des professeurs qui sont un petit peu malmenés, quand même. Surtout cette période de carnaval. Absolument. Alors, dis-nous un petit peu le petit mot sur le concours. Alors le concours, alors là aujourd'hui, actuellement nous avons plus d'une 40aine d'inscrits. C'est juste extraordinaire à ce concours de lecture à haute voix, hommes, femmes. Le plus jeune inscrit, donc il faut qu'il soit majeur puisqu'il y a le départ, le plus jeune à 19 ans et le plus âgé à 70 ans. Oui, quand même. Ouais. Donc, ça montre un engouement certain pour le concours. C'est vrai que la Martinique ne cesse encore de nous tanner, mais je ne pourrai pas faire la Martinique cette année. Il va falloir attendre un peu. Qui voulaient intervenir dans le concours? Bien sûr, la Martinique et la Guyane, ils veulent venir. Ils veulent participer au concours. Ils peuvent participer. Ils ne peuvent pas encore. Ils ne peuvent pas. Non, je ne peux pas. Matériellement, là, tout de suite, là, c'est la première année, c'est pas possible. Mais l'année prochaine, on fera un concours anti-Guyane, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on puisse avoir des représentants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, et qu'on fasse un vrai concours pour chez nous, et qu'on soit reconnu chez nous. D'accord. Et le mois de février, ce sera quoi? Alors le mois de février, ça sera le mois du ballet des cœurs et des masques, puisque c'est le mois de l'amour et du carnaval. Ah oui. Donc une sélection... Ah oui, le 14 février dans le mois Oui, on a un 14 février qui passe par là. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça parlera forcément de l'amour beau. Oui. On a le monologue du gros poil, qui est comment l'homme, justement, se fait larguer. Le mois du limbé, pourquoi pas? Pour certains, c'est ça. Pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a qui vont manger avec leur chat. Voilà. C'est dit aussi. Bon, c'est à suivre. Voilà, merci en tout cas, Manick. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Alors là, franchement, désolée, non, je vais rester sur le limbé, là, la transition est compliquée à faire. Ça se mange pas, le limbé, ça se mange pas. Non, ça se mange pas. On va le limbé.
Bon, on va parler de carnaval et on va parler de ça avec le JCL qui a un zoom spécial, donc l'Esprit Masse. On voit le générique et on parle avec Marilène des origines du carnaval aujourd'hui. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors bonjour Marilène Ferdi. Aujourd'hui on parle d'origine du carnaval, donc dans cette nouvelle rubrique qui est l'Esprit Masse. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette nouvelle rubrique déjà? Alors j'aurais bien aimé que ce beau flyer qu'on a réalisé s'affiche, le flyer de l'Esprit Masse si possible. Bon, ok, j'ai compris qu'il n'y aura pas le flyer de l'Esprit Masse qui va s'afficher. Alors on va commencer en parlant de nos origines, on va remonter à l'Antiquité. Donc les premières racines en fait dans l'esprit du carnaval qu'on a trouvé, c'est à la période de l'Antiquité, c'était une fête romaine qu'on appelle les Saturnales, c'est-à-dire cette fête était en l'honneur du dieu Saturne, et donc il y avait de grandes célébrations des Romains. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, donc les gens se déguisaient, festoyaient, il y avait des banquets. Mais pas seulement. Alors cette période se situe, c'était entre fin décembre et début janvier. Et durant cette période, il y avait les esclaves, et alors on ne va pas parler peut-être de déguisement, étaient habillés en maîtres et se comportaient comme les maîtres, et vice-versa. Alors il n'y a pas que chez les Romains qu'on trouve des racines des origines du carnaval, on les trouve aussi chez les Grecs, mais cette fois, alors ce sont des fêtes qui sont à peu près les mêmes, hein, sauf que cette fois, c'est une fête qui est dédiée à Dionysos. Donc Dionysos, c'est l'esprit du vin. Alors c'est pas forcément ce que l'on voit à l'écran. Et donc, alors là, on va garder l'image, c'est possible, à l'écran qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on va passer quand même au Moyen-Âge. Donc nous sommes entre le 5e et le 15e siècle. Alors il faut savoir qu'à côté, donc on a l'Antiquité, le Moyen-Âge. Alors je vais juste dire que j'ai réussi, il n'y avait pas d'image du tout, sauf celle du Moyen-Âge où j'ai retrouvé une image. Mais à gauche, c'est une image qu'on a générée, donc grâce à l'intelligence artificielle, en lui fournissant tous les éléments, elle nous a généré cette image. Donc je l'ai montrée à des profs d'histoire qui m'ont dit, en effet, ça ressemblait un peu à ça. Donc on va revenir aux origines du carnaval au Moyen-Âge. Alors la période n'est pas la même. Donc le Moyen-Âge, donc on a une prédominance des religieux, de l'Église, du catholicisme. Et donc là, c'est là qu'on voit que la période, elle est juste avant le carême, juste avant le jeûne. Alors ça reste toujours une fête. Et donc, elle se situe spécifiquement en Europe. Et donc, durant ces fêtes, bien sûr, on va festoyer, il y aura des orgies. Et donc, cette fête, on appelle ces fêtes la fête du tonneau. J'aimerais bien qu'on revienne au flyer précédent. On reste sur le flyer du Moyen-Âge. La fête du tonneau, donc on voit, les gens, ils étaient déguisés, ils buvaient beaucoup de vin et l'alcool coulait à flot. Alors ensuite, j'ai dit que le carnaval était essentiellement en Europe, donc on va aussi bifurquer vers la Renaissance, et là on va s'arrêter un peu sur le carnaval de Venise. Oui, alors le carnaval de Venise, là, il se passait chez les bourgeois, c'est les nobles, chez les riches, donc c'était un grand bal masqué, donc avec bien sûr les masques vénitiens tels que nous les connaissons. Nous avons aussi des chars avec des batailles de fleurs, et ça rappelle un peu le carnaval de Nice, donc qui a commencé vers le XIIIe siècle. Et pourquoi ça rappelle le carnaval de Nice? Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Nice appartenait au royaume du Piémont et de la Sardaigne. Et c'est seulement fin XVIIIe siècle, avec Napoléon, a repris Nice. Alors on va pas parler d'Italien, on va parler au royaume de la Sardaigne et du Piémont. Et donc d'où cette influence qu'on retrouve encore dans le carnaval de Nice avec ses grands chars. Alors parallèlement à ça, on a le Brésil, on a trouvé les premières traces du carnaval brésilien aux alentours du XVIIe siècle. Alors c'était un carnaval qui était inspiré, on va dire, de la culture africaine, de la culture amérindienne et ainsi que de la culture européenne. Donc on avait aussi ces rythmes qui ressemblaient au samba et alors on ne peut pas parler encore de déguisement, mais les habits étaient extrêmement colorés. Et qu'en est-il en fait des dernières
premières colonies françaises? Alors, les colonies françaises, alors il faut savoir, la première trace de carnaval qu'on trouve dans les colonies françaises, c'est en Martinique. Alors, donc on est... Pardon? D'abord en Martinique. En Martinique, les premières traces, c'est en Martinique, mais quand on regarde l'histoire, on n'est pas étonné que ça se passe. Qu'on trouve en Martinique. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, ça se passait dans les habitations, chez les maîtres. Donc, ils avaient un grand bal, ils étaient costumés, ils buvaient, c'était les débauches, il y avait une forme de tolérance. Et les esclaves, il y avait deux types d'esclaves qu'on pouvait retrouver dans ces bals. On avait les esclaves d'intérieur qui étaient chargés uniquement de servir les maîtres. Et on avait les esclaves de talent. Alors, ceux qu'on appelait esclaves de talent, leur rôle était d'animer. Donc, eux, ils participaient? Ils ne participaient pas, ils animaient. Donc, ils jouaient du clavecin, du violon et du violoncelle. Alors, bien sûr, j'ai dit c'est des orgies. On peut même parler de bacchanal. Je tiens à rappeler que le mot bacchanal est apparu au moment du carnaval de Venise, qui fait que ce mot est d'origine italienne. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de bacchanal. Et c'est tellement des orgies du bacchanal que parfois ça se terminait dans les habitations, dans les cases nègres, autour des habitations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez très bien compris qu'est-ce qui pouvait s'y passer à cette époque. Et donc, les esclaves, qu'en est-il? On a dit certes, là, les esclaves aussi, au fil du temps, ont commencé à avoir leur carnaval. Sauf qu'il y avait des spécificités. Les instruments de musique n'étaient pas les mêmes. Donc c'était des instruments inspirés du continent africain. Donc on retrouvait le tambou, on retrouvait le tibois, on retrouvait la kwakalambi et puis on retrouvait le toutoun bambou. Alors qui sait ce que c'est que le toutoun bambou? Quiz, monsieur Zandronis qui regarde son portable. C'est quoi le toutoun bambou? Toutoun bambou. Ben, il a la tête baissée. Alors le toutoun bambou. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Alors, toutoun bambou, déjà, c'est un mot créole. Est-ce que vous connaissez l'instrument qu'utilisait Eugène Mona? Eugène Mona, il avait un instrument de musique. Sa voix, oui, mais le reste, non. Alors, il utilisait des fois sur le bambou. Donc, c'est une flûte en bambou et qu'on l'appelait en créole. En créole, il les appelait toutoun, comme notre célèbre toutoun national, bambou. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passait? Donc, souvent, ils se travestissaient en maîtres. Donc, il n'y avait pas de représailles, puisque je vous ai dit qu'il y avait une tolérance. Et ce type de carnaval a duré jusqu'en 1848. Voilà. Donc, voilà pour la première chronique. Alors, je voulais rappeler que dans l'esprit Hamas, on ne va pas regarder, on ne va pas montrer le carnaval d'aujourd'hui. On va s'intéresser à la culture, mais on va s'intéresser aussi à l'économie du carnaval. Je vous ai dit, il y aura des interviews, il y aura des vidéos. On va poser la question aussi des retombées économiques. On va entendre aussi des commerçants, mais on va entendre aussi des universitaires. Et on va essayer de coller à l'actualité du moment. Par exemple, on sait qu'il y a une grosse problématique autour du fouet. Donc, rappeler ce que c'est que le fouet, la signification du fouet. Ça aussi, c'est important pour que tous les jeunes que l'on retrouve, surtout dans les groupes à peau, et qui sont les fouettards, qui comprennent aussi dans quel esprit le fouet et la symbolique du fouet. Et aussi, on va finir aussi par parler des femmes. Quel est le rôle des femmes dans le carnaval? Donc ça, c'est le vendredi, la rubrique l'esprit masse. Donc l'esprit masse, c'est le vendredi, voilà, et on va jusqu'au mois de mars, puisqu'on sait que le carnaval dure très longtemps. D'accord, voilà, il est pratiquement 13h58. On va rappeler que le boucotage médiatique aujourd'hui, on a reçu comme d'habitude Nathalie Dinan, Jacques Dancal, Olivier Lancien et Marie-France Gougeot. Tous ces gens-là, avec eux, on a discuté un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité, notamment le problème de la vie chère. On a parlé aussi des bonnies. C'est ce soir le vote, je crois. Non, demain à partir de 15h. Et d'ailleurs, il y a un collectif sur les abîmes qui se réunit pour les gens qui veulent soutenir dans une salle. Joseph Théodore, je crois. Théodore et à Tarrer aussi. À Tarrer et Théodore. Oui. Nexiteka, bien évidemment, nous a donné ces 3 audiobooks, 3 femmes cette fois-ci. 3 femmes cette fois-ci, oui. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Alors, je dirais que c'est pour coller à l'actualité. Comme on n'aime pas nous voir, eh ben, je vous montre. Comme on nous regarde jusqu'en France. Et que c'est apparemment que c'est là qu'on dérange. D'accord, ok. Un caballo. On rappelle les titres rapidement. Les titres, on a parlé de transition énergétique avec une convention qui a été signée. Il était aussi question du premier salon service à la personne pour les seniors, donc qui va se dérouler bientôt à la fin du mois. Et on n'a pas pu parler de la prévention aux addictions en entreprise. On a le temps. Je ne sais pas si on a le temps le dernier sujet.
Oui, on peut le voir. Voilà, donc une action pour sensibiliser les chefs d'entreprise et mettre en place des dispositifs concernant les addictions en entreprise, donc alcool et aussi drogue. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Voilà. Alors notre objectif, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette conférence, c'est vraiment de sensibiliser les chefs d'entreprise à cette problématique, du moins à ce sujet, qu'est l'addiction drogue et alcool dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, on sent bien que le seul moyen de régler le problème drogue et alcool en entreprise, qui est en vérité un problème social, de société, ne peut être réglé qu'en entreprise. Il est impossible de rassembler des personnes ailleurs qu'en entreprise et d'obtenir une écoute sur ce sujet. On a commencé vraiment ce travail il y a plus de 2 ans. On a fait vraiment une série de webinaires avec justement le cabinet qui nous accompagne aujourd'hui. C'est le cabinet, c'est l'association Effet Domino. Donc voilà, c'est vraiment une série de webinaires qu'on a organisé déjà en amont pour sensibiliser les chefs d'entreprise à cette thématique. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la phase pratico-pratique, puisque aujourd'hui on accompagne, on va dans les entreprises, on va vraiment leur donner des solutions, des outils pour mettre en place tous les outils dont ils auront besoin dans leur entreprise face à cette thématique. La solution pour l'entreprise est de mettre en place un véritable plan de prévention dans l'entreprise. C'est difficile pour l'entreprise de changer complètement les comportements, mais elle seule peut véritablement le faire parce qu'elle a les moyens de le faire. Ça se fait par la compréhension, par l'écoute, par la compréhension que le phénomène dépasse évidemment l'entreprise, puisqu'il prend sa naissance non pas au sein de l'entreprise, mais souvent dans la vie privée. Et on demande à l'entreprise d'agir. Elle a les moyens de le faire aujourd'hui, notamment en mettant en place des plans de prévention qui font appel à la fois à l'éducation des gens pour changer le comportement, mais évidemment aussi à des moyens de contrôle préventif qui permettent à un moment de faire comprendre aux salariés qu'ils doivent changer de comportement. Nous avons des salariés, sur Bologne ça représente près de 50 personnes et en plus on a des spécificités que nous on produit du rhum. Donc on a un accès, on va dire, même si nous on fait des contrôles et tout, mais on a accès, il y a un accès privilégié à de l'alcool. Donc on n'a pas de problème spécifique, puisqu'on essaie quand même de communiquer avec nos salariés et de les sensibiliser sur les addictions. Néanmoins, il faut être en pointe sur ce sujet pour que, justement anticiper d'éventuels problèmes. On a tout dit. Bon voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Le Z7 revient lundi à partir de 12h30. 12h30, voilà. Merci en tout cas pour ceux qui sont avec nous du lundi au vendredi. Et on est content. Je vous dis toujours tous les vendredis, attention sur la route. Pas prendre la route. Sous prendre la route, pas prendre la route. Ou sous prendre la route, pas prendre la route. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, bye bye, à lundi. Merci.